Marc Christian Kaboré accueille ses premiers homologues pour la cérémonie de son investiture demain. Il s'agit du président de la Guinée-Bissau et celui de la Mauritanie, arrivé ce soir même dans la capitale burkinabé. L'ambiance de leur arrivée à suivre dans quelques instants et par la suite nous serons en duplex du Palais des Sports de Ouagadougou où va se dérouler la cérémonie. Marguerite Douanier nous y attend pour un entretien avec le président du comité d'organisation. Dans ce 20 nous parlerons de la production et de la commercialisation du sésame, deuxième produit agricole d'exportation du Burkina Faso. Le sujet nous conduira dans la boucle du Mouhoun où plusieurs producteurs agricoles s'adonnent à la culture du sésame. Comment sont-ils organisés pour mettre du sésame de qualité sur le marché et que gagne-t-il comme retombée? Réponse à suivre dans les dossiers de ce journal. L'actualité à l'étranger nous conduira en Centrafrique où se sont déroulées des élections présidentielles et législatives ce dimanche. Ces élections se déroulent dans un contexte de crise avec une bonne partie de la population qui se voit privée du droit de vote. Et c'est une actualité que nous allons développer en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, les délégations étrangères ont commencé à arriver dans la capitale burkinabé. Elles sont là pour l'événement de demain, l'investiture de Roch Marc Christian Kaboré. Je vous invite à suivre le film de l'arrivée des présidents de la Guinée-Bissau et de la Mauritanie. Et c'est un compte rendu de Adama Guiti et Vincent Kinderbego. L'avion présidentiel bissau-guinéen est le premier à atterrir à l'aéroport international de Ouagadougou à 16h10 précises. Le président Oumarou Sissoko Embalo est accueilli au pied de l'avion par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et avec lui le Premier ministre Christophe Dabiré et des membres du gouvernement, ainsi que le maire de Ouagadougou et la hiérarchie militaire. Le président Embalo est là pour assister à la cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré demain. Le président de la République islamique de Mauritanie sera également de la partie. Mohamed Ould El Ghazouani est arrivé dans la capitale burkinabé en fin d'après-midi, accueilli toujours par le président du Faso. D'autres chefs d'État africains sont attendus demain matin pour la même circonstance. Et en plus, plusieurs délégations officielles arrivent pour représenter leurs gouvernements respectifs, comme ici le ministre de l'Information du Nigeria, déjà présent à Ouagadougou. Comme l'annonçait le comité d'organisation semaine dernière, au total une dizaine de délégations étrangères sont attendues dans la capitale burkinabé pour assister à la cérémonie d'investiture de Roch Marc Christian Kaboré. Et comme annoncé, je vous amène au Palais des Sports de Ouagadougou à la veille de la cérémonie d'investiture. Où en est-on avec l'organisation de l'événement? C'est l'une des questions qui sera adressée au président du comité d'organisation. Il est reçu sur place par Marguerite Douanier. Bonsoir Marguerite. La cuvette du Palais des Sports de Ouagadougou qui s'apprête à accueillir la cérémonie officielle d'investiture du président du Faso Roch Marc Christian Kaboré demain 28 décembre 2020 à 10h. Et à quelques heures de l'événement, nous allons nous entretenir avec le président du comité national d'organisation à la personne du ministre des Affaires étrangères, M. Alpha Bari. Bonsoir M. Bari. Bonsoir, bonsoir, M. ministre. Bonsoir madame. Alors, à quelques heures de l'événement, quel est le point complet des préparatifs à J- quelques heures? Je peux dire à quelques heures de l'événement, tout est fin prêt. Vous voyez, nous sommes dans cette enceinte du Palais des Sports, tout est prêt. Et je pense que les téléspectateurs peuvent voir en arrière-fond que le décor est planté. C'est également le cas à tous les niveaux de ce Palais des Sports. C'est également le cas au niveau de la salle des banquets et également tous les autres sites où devrait avoir lieu le déjeuner. Donc on peut dire tout est fin prêt et vous avez constaté que les délégations ont commencé à arriver. Monsieur le ministre, c'est une cérémonie qui va se dérouler dans un contexte sécuritaire assez difficile, nous le savons bien. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de dispositions qui sont prises là pour que tout se passe bien?
sans entrer dans les détails, bien sûr. Oui, à ce niveau, il n'y a rien de nouveau. On a déjà l'habitude. Ce que nous vivons, c'est comme un sommet des chefs d'État. Nous avons organisé il y a à peu près 1 an et demi un grand sommet des chefs d'État de la CEDEAO plus la Mauritanie et le Tchad. Ça s'est très bien passé. Nous sommes un peu dans cette configuration avec à peu près presque le même nombre d'invités environ. Donc sur ce plan-là, on peut dire qu'on est rodé sur le plan sécuritaire. Mais ce qui est nouveau, c'est le contexte de la pandémie de la Covid-19. Et à ce niveau, on peut vous dire que les dispositions sont prises en termes de distanciation. Ce palais des sports qui contient 5000 personnes a été configuré pour prendre seulement 1200 invités qui vont être présents ici, de sorte que la distanciation soit respectée et toutes les autres mesures barrières vont être respectées également en amont. Pour entrer ici, il y a des tunnels de désinfection par lesquels tout le monde va passer. Et ces tunnels de désinfection permettent de désinfecter une personne des pieds jusqu'à la tête. Donc tout le corps est désinfecté, ce qui permet d'être en confiance à l'intérieur de cette enceinte. Monsieur le ministre, on a vu les délégations étrangères sont présentes déjà, on a vu l'arrivée de quelques chefs d'État étrangers. Alors, cette forte participation, qu'est-ce que vous en dites? Comment vous appréciez cet engouement des délégations étrangères pour cette cérémonie? Alors nous avons déjà le Premier ministre du Mali qui est arrivé hier, nous avons 2 chefs d'État arrivés ce soir, il y a 7 ministres des Affaires étrangères qui sont confirmés aujourd'hui, certains sont déjà arrivés et d'autres continuent d'arriver à l'heure où je vous parle. D'une manière générale, il y a une forte participation, on attend 8 autres chefs d'État demain, donc on va avoir environ 10 chefs d'État et un Premier ministre, plus le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, le président de la Commission de l'Union africaine, le président de la Commission de la CEDEAO et de beaucoup d'invités qui représentent des chefs d'État étrangers. Cette forte participation, c'est tout simplement la confiance en 2 choses. La confiance au président du Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, c'est la confiance en notre pays. Cette confiance qui se manifeste par le fait que tout le monde veut venir. Il faut se dire qu'on attendait une plus forte participation que cela, de l'avis même de ceux qui étaient prêts à venir, mais vous comprenez que non seulement le contexte de la Covid-19 ne facilite pas le déplacement aujourd'hui, mais aussi et surtout la date de prestation qui est constitutionnelle mais qui se trouve à un moment qui n'est pas facile parce que c'est la période des fêtes, c'est la période des vacances, c'est la fin de l'année et beaucoup ont déjà des agendas assez calés. Donc c'est ça qui fait, sinon on aurait pu avoir beaucoup plus que cela. Mais déjà 10 chefs d'État, une investiture avec d'autres personnalités de haut rang. Je pense que c'est en l'honneur du Burkina Faso et de celui qui sera investi. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, l'autre préoccupation, ce sont les journalistes. On sait que les restrictions liées au respect des mesures barrières font que plusieurs journalistes ne seront pas présents dans la cuvette du Palais des Sports de Ouaga 2000. Ils sont au total 190 journalistes accrédités, on vient de l'apprendre. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour leur permettre de faire leur travail, de couvrir l'événement? Je voudrais en appeler à la compréhension des journalistes qui sont des confrères à moi. Moi-même j'ai été journaliste, j'ai couvert de grands événements. Je comprends que certains événements, forcément, il y a des dispositions à prendre pour que la couverture soit optimale et que ça ne dérange pas les dispositions qui sont prises. Imaginez là où on est, vous avez 190 personnes qui sont des preneurs de son, qui sont des photographes, qui sont des caméramans. En même temps, vous allez forcément avoir des obstructions de vue par rapport à certains invités. Donc,
Et dans tous les grands événements de ce genre où on a une forte médiatisation, avec beaucoup de journalistes qui participent, on prend toujours des dispositions avec des centres de presse où les journalistes peuvent récupérer leur matière là-bas, à savoir les images, à savoir les informations et les vidéos. Donc c'est ce dispositif-là qui a été mis en place par la commission presse et médias. Et il faut féliciter cette commission-là pour ce travail-là. Je voudrais rassurer les journalistes que tout sera fait pour qu'il y ait un partage donc, des informations et des outils de sorte qu'il n'ait pas à rater un moment donc, de l'événement. Monsieur le ministre, pour finir, en tant que président du comité national d'organisation de cette investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré, peut-être un dernier message à l'endroit des populations et des invités aussi. Alors, à l'endroit de la population, je voudrais encore en appeler à la compréhension de tous. Une cérémonie de prestation, de serment ou d'investiture d'un chef d'État, c'est un moment majeur dans la vie d'une nation. Et qu'on ait voté pour le président, qu'on n'ait pas voté pour lui, tout le monde a envie d'être présent parce que maintenant on ne parle plus. On n'est plus dans la campagne, on est maintenant avec un président élu et tout le monde veut y être, mais comme je l'ai dit, on est dans un contexte particulier. On avait prévu 8000 personnes ici, les 5000 dans la cuvette donc, du Palais des Sports, plus 3000 qui devaient être installés sous des chapiteaux dehors. On avait prévu des troupes de réjouissance dehors, mais le contexte de la pandémie de la Covid-19 nous impose donc ces restrictions-là qui nous ont amenés à accepter seulement 1200 personnes. Donc j'en appelle à la compréhension de tous ceux qui auraient voulu être ici et qui ne peuvent pas l'être. Surtout, certains pensent à ceux qui se sont investis dans la campagne et qui ne peuvent pas être là présents, mais c'est la situation qui l'impose. À l'endroit des invités, je voudrais donc surtout, il n'y a pas des invités étrangers, les remercier pour l'honneur qu'ils font au Burkina Faso, l'honneur qu'ils font au président Roch-Marc Christian Kaboré. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. Nathalie, voilà ce qu'on pouvait dire à quelques heures de cette investiture du président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré. Demain, donc, la cérémonie sera retransmise en direct des antennes de la RTB. On se donne rendez-vous demain. Merci Marguerite Douagneau. Je rappelle donc que vous étiez en duplex du Palais des Sports de Ouagadougou et du Palais des Sports. Nous continuons au Palais de Kossiam où le président du Faso a reçu ce matin le Premier ministre malien. Mokhtar Ouane dit être porteur des messages de félicitations à Roch-Marc Christian Kaboré pour sa réélection. Les deux personnalités ont également parlé de coopération entre le Mali et le Burkina Faso, particulièrement dans le domaine de la sécurité. Le point avec Urbain Benito Sommet et Sekou Zongo. Le Premier ministre malien, porteur d'un message au président du Faso, envoyé par le président malien, Mokhtar Ouane, traduit les félicitations du peuple malien à Roch Kaboré et au peuple burkinabé. Nous sommes très heureux de cette belle leçon de démocratie que le Burkina vient d'administrer à l'ensemble du continent à travers la préparation, l'organisation, le déroulement et l'issue des scrutins présidentiels et législatifs qui viennent de se dérouler. Une belle leçon de démocratie parce que ceci s'est passé dans un contexte difficile, sécuritaire difficile, incertain, mais le résultat a révélé la grande maturité du peuple burkinabé qui est aussi un message très fort envoyé à l'ensemble de nos pays. Un message fort que les deux pays comptent exploiter à travers une coopération bilatérale basée sur un partage d'expériences. Et sur la question, le domaine sécuritaire reste une préoccupation principale pour les deux pays. Au plan de la sécurité, nous avons des préoccupations communes. Il s'agira de stabiliser nos pays et au-delà notre espace communautaire et même l'espace régional sahélien. De ce point de vue, le Mali et le Burkina ont un rôle essentiel, une position centrale à jouer et nous sommes déterminés, les deux, à jouer ce rôle, notamment dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. D'autres domaines de coopération sont ici explorés,
La coopération transfrontalière, l'agriculture, l'éducation, le numérique ont été désignés et les deux parties s'engagent à relever les défis en la matière à travers une mutualisation des efforts. Actualité dans le domaine de l'éducation. Quel bilan peut-on tirer du PER, le programme d'éducation par la radio? Après 9 mois de mise en œuvre, le résultat est satisfaisant avec plus de 90 000 élèves qui ont pu apprendre grâce au PER. Rappelons que ce programme était une alternative initiée au profit des élèves affectés par le terrorisme et le Covid-19. La rencontre bilan s'est tenue à Waïgouya, Abbas Traoré, Abdullah Rasmani et Songo. À Waïgouya, le PER, programme d'éducation par la radio, s'auto-évalue après 9 mois de mise en œuvre. Le PER est une initiative du CDC, Centre diocésain de communication, pour assurer un apprentissage continu aux élèves affectés par l'insécurité et le Covid-19. Ce programme d'éducation alternative a permis de suppléer au manque à gagner dû à la fermeture des écoles, elle-même provoquée par la double crise sécuritaire et sanitaire. Nous pensons avoir vraiment contribué au rayonnement des enfants dans notre localité. Nous pensons avoir contribué non seulement à les garder dans ce cadre éducatif, mais aussi à leur redonner espoir par rapport à demain. Ainsi, plus de 90 000 élèves ont été touchés et ont pu apprendre ou réviser des leçons et des calculs en français et en langue locale. Et le programme d'éducation par la paix a permis en tout cas de donner un certain nombre d'informations et même enseigner un certain nombre de choses à des élèves qui n'avaient plus accès aux écoles. Et je pense que ça a été vraiment très bénéfique. Et nous souhaitons la pérennité de ce programme afin d'aider nos enfants à rester sur les bancs. Autre acquis engrangé est que le PER a facilité la riposte contre le Covid-19. En effet, élèves et parents ont été sensibilisés sur la lutte contre la maladie à coronavirus en s'appropriant les gestes barrières ou en recevant des kits de protection. Et pour les élèves de Ziga, toujours dans le Yatenga, de meilleures conditions d'apprentissage se profilent à l'horizon. La localité aura bientôt une école normale en remplacement des classes sous paillotes. La construction de cette école est une initiative de l'ABET, l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Le compte rendu de Sekou Zongo. Le cri de cœur de cet ancien de Ziga, village situé dans le Yatenga, a été entendu par l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté, ABET. Dans 3 mois, cette école sous paillote sera remplacée par un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau. C'est vraiment une grande joie d'être là aujourd'hui dans ce village. D'abord, l'objectif de ABET, c'est d'aider les enfants en difficulté. Et le cri du cœur de notre papa a vraiment touché le fondateur, raison pour laquelle il a tenu à réaliser le rêve du vieux. Donc c'est ce qui nous a motivés à faire la première priorité. Un autre heureux, c'est le maire de Oula, commune dont relève le village de Ziga. Oula compte encore plusieurs écoles sous paillote et cette initiative de l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté vient donc soulager toute la commune. C'est une joie, une très grande joie, parce que c'était une grosse épine à mon pied. Et du fait qu'on ait pu enlever cette épine, il s'agit de pouvoir continuer. Et je remercie encore une fois de plus ABET International pour cette vision d'aider les enfants, surtout les enfants en difficulté, partout. Parce que ce n'est pas seulement au Burkina Faso. Et nous souhaitons en tout cas bon vent à cette association qui œuvre beaucoup pour la santé et l'éducation dans notre pays. En plus de ces salles de classe, un forage et un terrain de sport seront réalisés par l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté au profit des enfants de Ziga. Cette autre association a ciblé les déplacés internes, les femmes et les filles mères pour ces actions. Il s'agit de l'association pour le développement durable au Burkina Faso qui accompagne ces groupes cibles par des microcrédits et des vivres. L'association a convié la presse à Ouagadougou pour faire le point de ces actions durant la période 2019 à 2020. Des détails avec Jean-Hugues Bayala et Vincent Tchenerbego.
L'Association pour un développement durable au Burkina Faso fait le bilan de ses actions durant la période 2019-2020. À ce point de presse, cette association énumère un certain nombre de programmes qu'elle a mis en œuvre. Des programmes allant de l'accès au logement à l'accès au microcrédit pour des activités économiques au profit de ses membres. Nous avons le programme Un toit pour tous qui a permis à plus de 500 personnes de bénéficier d'un toit, c'est-à-dire 200 dans la commune de Tanguy-Dassouri et 300 dans la commune de Komsiliga. Nous avons le programme Éducation pour tous qui a permis de subventionner les frais de scolarité à hauteur de 50% de plus de 150 nouveaux bacheliers orphelins. Nous avons le programme Eau et Assainissement qui a offert 100 poubelles, 100 gants, 100 balais à la mairie de l'arrondissement numéro 3 et 5 de Ouagadougou. Et enfin l'accompagnement de plus de 100 femmes et filles mères avec des microcrédits pour la création d'activités génératives de revenus. Et pour réaliser ces objectifs, l'ADD a eu le soutien de plusieurs partenaires, notamment la SCPI, Société de construction et de promotion immobilière. Et pour poursuivre ces actions, l'association est à la recherche d'autres partenaires afin de contribuer à sa manière au développement. Autre point de l'actualité, et nous découvrons à présent ces gestionnaires de centres de ressources en entrepreneuriat rural installés au cours d'une cérémonie à Bobo-Dioulasso. Ils sont chargés d'œuvrer à la professionnalisation des micro-entreprises en milieu rural. Ces gestionnaires accompagnent désormais la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Manekayen Ismaël Saturne, Paris. Par cette certification, ils sont reconnus officiellement gestionnaires d'écrits, les centres de ressources en entrepreneuriat rural. Ils reçoivent désormais mandat d'être aux côtés des micro-entreprises en milieu rural en vue de leur développement. Et ce travail de sélection de ces personnes de ressources est l'œuvre de la maison de l'entreprise qui collabore avec les PAPFA, le projet d'appui à la promotion des filières agricoles. Il s'agira en fait pour ces nouveaux gestionnaires de créer, de travailler de sorte à ce que les micro-entreprises rurales puissent désormais avoir accès aux services de développement d'entreprises. Donc que demain, on ne soit pas en train de parler de micro-entreprises rurales, mais de petites et moyennes entreprises. 77 au départ, ils sont 4 à être certifiés dans la région des Hauts-Bassins comme gestionnaires d'écrits. Malgré l'immensité de leur mission, ils rassurent être bien outillés pour relever les défis sur le terrain. On a eu beaucoup de renforcement des capacités, on a eu des cas pratiques sur le terrain où quand même on s'est rendu compte quand même des réalités du terrain et de tout ce qui nous attend. Je les ai rassurés au nom de monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins de l'accompagnement des autorités pour que la mission qui leur a été confiée soit facilitée à tous les niveaux. Ces 4 nouveaux gestionnaires portent à 9 le nombre de gestionnaires décrits pour le compte du PAPFA dans la région des Hauts-Bassins. Ils promettent faire de la charte d'éthique des gestionnaires décrits leur boussole de tous les jours. La gestion des eaux souterraines et de surface. Le sujet était au centre d'une rencontre tenue à Dédougou entre les responsables d'agences de l'eau du Burkina et leur ministre de tutelle. Objectif à trouver des stratégies pour améliorer les interventions sur le terrain et mieux assurer le recouvrement des taxes liées à l'utilisation des eaux souterraines et de surface. Yves Rwamba et Karima Ouedraogo. 125 francs CFA le mètre cube, c'est la contribution des usagers des eaux souterraines et de surface au Burkina Faso. L'application du recouvrement de cette taxe parafiscale dénommée contribution financière en matière d'eau CFE est instaurée depuis 2010 par le gouvernement burkinabé. Les productions d'eau potable à des fins sociales et ils sont facturés à 1 franc le mètre cube. La production d'eau potable à des fins commerciales, 50 francs le mètre cube. Puis il y a les industries minières et autres, 125 francs le mètre cube. Sur le terrain, le recouvrement de cette taxe, surtout au niveau de la catégorie des sociétés industrielles et minières, connaît des difficultés. Il y en a qui purement et simplement accusent un état laxiste au paiement de la CFE.
Et vous savez qu'en la matière, tout droit, toute taxe, tout impôt, dès que tu le payes avec un retard, il est accompagné d'une pénalité pour ce retard. Et il y a certains qui, purement et simplement, prétendent ne pas reconnaître la loi. Au cours de cette rencontre, le ministre de l'eau et de l'assainissement a salué le courage et la détermination des agences de l'eau dans la défense de l'intérêt national. Il invite ainsi les assujettis à se conformer à la loi. Nous restons dans la Boukou du Mouhoun pour ce dossier consacré à la production et à la commercialisation du sésame. Dans cette région, de nombreux producteurs font de la culture du sésame leur principale activité. Ils arrivent à mettre sur le marché du sésame de qualité. C'est certainement cette qualité qui fait du sésame le deuxième produit agricole d'exportation du Burkina Faso après le coton. Le dossier est signé Yves Roaba, Dramanso et Hélène Sebou. Des champs presque vidés de leur contenu, des tas de tiges de sésame. Nous sommes dans les champs de production de sésame de Kansara, dans la province de la Kossi. Ici, comme ailleurs, les producteurs se donnent la main pour proposer du sésame de qualité qui répond aux normes du marché national comme international. Pour y arriver, des conditions requises sont exigées. D'abord, il faut que le sésame soit propre, que les graines soient de la bonne graine, que la variété du sésame soit de la bonne variété, précisément la S42 que nous on produit beaucoup. On parle de la salmonelle, de aflatoxine, donc on parle de tout ça. Bon, alors que pour éviter ça, on sensibilise nos membres à ne pas utiliser des produits chimiques. Après avoir maîtrisé les techniques de production d'un sésame de qualité, les producteurs travaillent à mieux rentabiliser le fruit de leur labeur. L'année dernière, on a fait 20 groupes. On a pesé. C'était 300 sacs qu'on a produit en l'air à Dédougou. Cette année, on veut faire comme ça aussi. Le kilo, l'année dernière, on a pesé c'était à 575 le kilo. C'était le 10 décembre, l'année passée. Dans cette vente groupée du précieux sésame interviennent des intermédiaires de commerce. Leur rôle est de faciliter l'écoulement du sésame et minimiser les impayés. Quand ils nous donnent le prix, bon, notre coursier on prend, si c'est à 575, nous on enlève les 10 francs posés, la coopérative gagne 5 francs et ce qui nous a donné de passer 5 francs aussi. La non-maîtrise des techniques culturelles modernes et les crédits constituent des obstacles pour les producteurs de sésame. Cependant, une solution pointe à l'horizon avec l'appui du gouvernement et de ses partenaires. On a formé ce que nous appelons les promoteurs d'entrepreneuriat agricole pour leur permettre de pouvoir accompagner les coopératives pour estimer en termes de la propriété, la qualité du sésame. Et comme je vous dis, on a des tamis, on a des sondes, on a des bâches. Si toutefois le sésame présenté à la coopérative ne répondait pas aux normes nationales comme internationales, ce sésame est rejeté pour être tamisé et calculé. Et sur le faut qu'on ait un sésame dont le taux de propriété va au-delà de 96 à 97%. Plus de 50 000 tonnes de sésame sont attendues pour cette campagne agricole 2020-2021 sur l'ensemble des 6 provinces de la région de la boucle du Mouhoun. Actualité dans le milieu de la santé, la structure dénommée International Rescue Committee apporte un soutien au centre hospitalier universitaire régional de Wayougouya. Les équipements offerts par cette organisation humanitaire sont d'un coût de 85 millions de francs CFA. Le matériel a été officiellement remis au comité de gestion des épidémies. Nous voyons cela avec Abbas Traoré et Karim Abichenga. Des diapositives pour présenter IRC. International Rescue Committee, une première pour cette ONG dont les bureaux sont ouverts à Wayougouya il y a quelques mois. L'assistance est constituée des forces vives de la région du Nord. L'organisation humanitaire vient aider les populations en difficulté. Précision de son directeur pays. On pense qu'on a toute notre légitimité ici à intervenir au Burkina Faso, étant donné la crise actuelle. Et donc on aide les populations vulnérables actuellement à survivre ou à se relever.
notamment je pense aux déplacements internes. La présentation de International Rescue Committee intervient en marge de la 5e session du Comité régional de gestion des épidémies, une session financée par ILC dans le cadre de son projet mondial de préparation et de réponse au Covid-19. Séance tenante, elle fait don d'équipements médicaux de 85 millions de francs CFA au centre hospitalier universitaire régional de Wayouguia. Il y a les oxymètres pour les extracteurs d'oxygène, il y a le matériel de protection individuelle, ainsi de suite, les gels et tout ça. Donc ils nous accompagnent même avant ce don, il y a l'accompagnement également pour le centre de triage. Donc ça va véritablement soulager les agents de santé. ILC est fondé en 1933 aux États-Unis par Albert Einstein, selon son responsable pays. Ses domaines d'intervention sont entre autres la santé et le bien-être économique. Présente dans 40 pays du monde, International Rescue Committee a déposé ses valises au Burkina Faso en 2019. Voilà, Wayouguia fait partie des 14 localités qui ressortent dans le dernier point de la situation du Covid-19 au Burkina Faso. À la date du 25 décembre, l'on a enregistré 121 nouveaux cas confirmés, tous à transmission communautaire. On note aussi 259 guérisons. Au regard de la contagiosité de la maladie, le gouvernement souligne l'urgence de changer nos comportements individuels et collectifs à travers le respect strict des mesures barrières édictées. Parlons à présent du fact-checking. C'est un nouveau genre journalistique qui consiste à la vérification des faits. Il se veut un rempart contre les fake news ou les fausses informations. La vérification des faits est l'un des principes cardinaux du journalisme et le sujet a fait l'objet d'un panel tenu hier au Centre national de presse à Norbert Zongo, Rasmani Zondi et Issa Kanana. L'élection de novembre 2020 au Burkina Faso et des informations, quel bilan et quelle leçon pour un débat public démocratique? C'est la thématique au cœur de cette soirée dénommée Fake-Checking ou la vérification des faits. Autour de la table, 3 avertis de la question. Pour ces panélistes, avec un flux d'informations sur la toile, il est plus que jamais nécessaire de procéder à leur vérification. Des fausses informations devenues surtout une arme politique pour abattre un potentiel adversaire. Et le Burkina Faso n'échappe pas à ces fake news. Nous avons vérifié des cas qui n'étaient pas vrais, comme par exemple la fermeture des écoles à Bobo-Dioulasso lors du meeting d'un candidat, ou comme par exemple dans la région des Hauts-Bassins, un conseiller municipal qui se serait enfui avec une urne chez lui, ou même des images prises dans le contexte ougandais qu'on a traficotées pour les présenter comme étant des cas de fraude au Burkina. Nous en avons eu quand même assez. Pour lutter contre ces fake news, un mécanisme de communication a été mis en place, insiste pour sa part Yacouba Ouedraogo, chargé de communication de la CENI. Pour nous, la désinformation, c'est produire de la fausse information à dessein. Ce n'est pas se tromper. Donc nous, la démarche a été d'avoir beaucoup de rencontres avec les acteurs. Les acteurs, c'est surtout les partis politiques, opposition, majorité ou non affiliés, et également la société civile. C'est une table ronde voulue par le Centre national de presse Norbert Zongo. Objectif affiché, rappeler aux hommes des médias l'une des valeurs cardinales du journalisme, la vérification des faits dans les démarches journalistiques. Un panel qui bénéficie de l'accompagnement de la Deutsche Welle Academy. L'actualité au Burkina Faso, c'est également la tenue du 18e congrès de l'AIMB, l'association des élèves et étudiants du Burkina. Débuté le 24 décembre dernier, les travaux se sont achevés ce dimanche à Ouagadougou. Venus de toutes les régions du Burkina Faso, les délégués AIMB ont travaillé sur les réformes de l'association avant de renouveler son instance dirigeante. Le compte rendu de Roger Kam et Ahadi Sandamba. Avec ses attributs, Adama Sawadgo prend officiellement les commandes du comité exécutif national de l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso, AIMB. Il est à la tête d'un bureau de 19 membres. Devant le collège électoral et l'ensemble des responsables des différentes sections provinciales, ils ont tous prêté serment. Le serment de servir loyalement et défendre les causes de l'islam à travers l'AIMB. Adama Sawadgo prend les rênes de l'AIMB à un moment crucial de la vie de la structure et il est conscient des défis à relever durant son mandat. Pouvoir garder l'image que nos dévanciers ont fait
également pouvoir mettre en tout cas notre pied dans cette construction-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Également, nous sommes vraiment dans un contexte d'insécurité. Il faut dire que le travail islamique aujourd'hui vraiment a beaucoup d'éléments que nous devons vraiment prendre les cornes pour pouvoir avancer. Et autre défi au niveau de l'AMB, nous avons vraiment aujourd'hui beaucoup de projets sociaux qu'il faudrait que, en tout cas, avec l'ensemble de nos partenaires, nous puissions en tout cas relever ces défis sur le plan social. Cette investiture marque la fin du 18e congrès ordinaire de l'AMB. Un congrès qui, 4 jours durant, a réuni les responsables de 52 sections sur les 55 que compte la structure. Ce congrès a adopté de grandes réformes pour la bonne marche de l'association, notamment le passage de 15 à 19 membres pour le comité exécutif national, ainsi que le prolongement du mandat du comité de 2 à 3 ans. Le congrès ordinaire de l'AMB a également été l'occasion pour le bureau sortant de faire son bilan. Une nouvelle mosquée pour le village de Pala à quelques encablures de Bobo Dioulasso. Le bâtiment est renforcé par des latrines et est équipé de plaques solaires. À cela s'ajoute une école franco-arabe de 3 classes. Le donateur est un fils de la localité qui a expliqué le sens de son geste lors de la cérémonie d'inauguration. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Ali Traoré. Voici la nouvelle mosquée de Vendredi de Pala. Située sur le site de l'ancien lieu de culte, sa réalisation est l'œuvre d'un natif du village. Une mosquée accompagnée d'une école franco-arabe. Ce qui nous a motivés à réhabiliter cette mosquée, c'est que l'ancienne était vétuste. Elle a été construite un peu il y a longtemps et puis aujourd'hui la capacité était faible. Avec l'aide de Dieu, on a essayé quand même de reprendre aux normes que même acceptables aujourd'hui, qui permettent à chacun d'être à l'aise et puis honorer notre Dieu. En plus de la mosquée, il y a une école franco-arabe de 3 classes, plus un magasin, plus une zone de lavage de corps. C'est un aspect qu'on néglige beaucoup dans la construction des mosquées, mais cette fois-ci, on a innové. Cette mosquée équipée de plaques solaires, de tapis de prière, de latrines et dotée d'un local de lavage mortuaire des corps vient offrir un cadre de prière plus sain aux fidèles. C'est donc avec joie et fierté que les musulmans de Pala et des villages environnants accueillent ce lieu de culte. Les mots nous manquent pour traduire notre joie ce jour. Nous prions Dieu afin que les affaires du donateur, qui n'est autre que notre frère et fils, puissent prospérer et que son œuvre soit récompensée au centuple. Le donateur souhaite que cet édifice soit un lieu de raffermissement de la foi à travers des prières. Son inauguration a servi de cadre pour prier afin que le Burkina Faso retrouve la paix et la cohésion sociale. Actualité à l'étranger, les Nigériens étaient aux urnes ce dimanche pour des élections couplées présidentielles et législatives. Ils étaient environ 7,5 millions d'électeurs à élire les députés et à faire le choix parmi les 30 candidats qui veulent remplacer le président sortant Mahamadou Issoufou. Selon la commission électorale nationale indépendante, le double scrutin s'est déroulé sans incident sur l'ensemble du territoire nigérien. Et plus loin de chez nous, en Centrafrique, ce dimanche était également un jour de vote. Les élections présidentielles et législatives se sont déroulées sous haute surveillance dans ce pays. Et pour la sécurisation du vote, la Centrafrique a bénéficié des soutiens du Rwanda. Il a été l'un des premiers à lancer cette journée électorale très attendue en Centrafrique. Comme pour montrer le chemin à suivre, le président Faustin Archange Touadéra s'est rendu très tôt ce dimanche et sous bonne escorte pour déposer son bulletin de vote et participer au double scrutin présidentiel et législatif. Je remercie très sincèrement le président Paul Kagame, le gouvernement rwandais, le peuple rwandais pour son soutien. Vraiment au niveau de la sécurisation de ce processus qui va permettre aux Centrafricains d'aller librement choisir leurs dirigeants. L'élection dans le pays ne tient pourtant qu'à un fil alors que les rebelles soutenus officiellement désormais par l'ex-chef d'État François Bozizé contrôlent déjà 2 tiers du territoire et ont promis de marcher ce dimanche sur Bangui.
Pour le moment, casques bleus et soldats centrafricains et rwandais patrouillent dans la capitale avec des blindés équipés de mitrailleuses. Dans les bureaux de vote qui ont ouvert avec près d'1 heure de retard, toutes les listes ne seraient pas représentées. À Koudougou, les bulletins de certaines listes ne sont pas arrivés. Comment pouvons-nous voter pour le président sans voter pour nos députés? C'est notre préoccupation à nous tous ici, hommes et femmes confondus. S'il n'y a pas toutes les listes, alors vous pouvez être sûr que personne ne votera ici. Dans la capitale, la population semble pourtant avoir répondu à l'appel du président et s'est rendue en masse dans les bureaux qui doivent fermer ce dimanche entre 16h et 17h. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h dans une présentation de Amandine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTV.